You know that iPhone you do just about everything with, like call, text, watch, scroll, and track your steps? Well, now with Permanent TSB, you can pay with it too. Using Apple Pay, you can make secure and touch-free payments without a €50 limit. That's permanent support. Get started today by adding your Permanent TSB Visa debit or credit card to your Apple Wallet. Service provided by Apple. Registration required. Terms and conditions apply. Devices and software must be compatible. Permanent TSB PLC is regulated by the Central Bank of Ireland. Et on commence donc ce journal par ce changement de stratégie sur le site de Flins de Renault, un site symbolique pour le constructeur, site historique. L'assemblage de véhicules neufs va y être stoppé. Renault va complètement transformer le site et le dédier au reconditionnement à l'occasion. On écoute tout de suite Luca De Meo, le directeur général de Renault. Je pense qu'il y aura une demande de véhicules d'occasion de grande qualité parce que là, on est en train de parler de, en fait, créer une espèce de nouveau segment dans le véhicule d'occasion que nous on appelle en jargon, en code interne, comme neuf. Et un peu ce qui se passe, par exemple, dans le secteur de l'aéronautique où un avion, après 10 ans de service, il revient en usine pour faire un autre tour. Alors, Pauline Ducamp, faudra plus dire Renault, faudra dire Renault. Le reconditionnement, la deuxième main. Est-ce que c'est quand même pas un pari d'arrêter de produire à Flins cette emblématique voiture électrique qu'est la Zoé pour reconditionner des véhicules d'occasion et faire de l'économie circulaire? Ah bah complètement, il y a un pari dans cette décision, mais finalement transformer Flins en une usine tournée vers l'économie circulaire, c'est plutôt malin. C'est malin parce qu'en fait Renault va miser sur des solutions d'avenir pour l'automobile. On a dit le véhicule d'occasion reconditionné, les véhicules convertis à l'électrique, et un syndicaliste du site me disait hier, avec ce projet on bâtit notre futur à plusieurs dizaines d'années devant nous, pas seulement à 5 ou 7 ans, le temps de produire un nouveau modèle. C'est malin aussi parce que ces voitures d'occasion reconditionnées, le rétrofit, en fait aujourd'hui ça existe déjà, mais ça se fait sans les constructeurs. Ce sont des spécialistes, des startups qui le font. Là, en le faisant en interne, Renault va en fait capitaliser sur la valeur de ces véhicules tout au long de leur vie, pas simplement quand il est produit et qu'il les vend neuf. Et puis c'est malin aussi parce que de toute façon, la remplaçante de la Zoé, elle serait pas produite à Flins, elle serait produite dans le Nord, dans ce nouveau pôle électrique que Renault est en train de monter. Et puis l'annonce hier de 3000 emplois à Flins en 2030, ça a quand même rassuré les salariés. Mais il reste certaines interrogations quand même, Pauline. Oui, il y a quand même quelques points un peu d'achoppement. Flins, c'est quand même une usine mythique de Renault, c'est une usine qui a plus de 50 ans, et puis finalement arrêter de produire des véhicules neufs, c'est ce qu'on fait de mythique dans le secteur automobile. Il y a une part de deuil pour les salariés. Et il y a un certain nombre de syndicats aussi, les syndicats sont divisés. Certains portent le projet de dire il faut quand même mettre un véhicule neuf à Flins pour garder une empreinte, une capacité industrielle importante en France. Et puis il y a une question hier qui a été peu abordée mais qui inquiète les salariés, c'est celle du financement. Lucas De Meo en a parlé très brièvement, il espère des fonds européens, mais il n'y a pas eu beaucoup de détails et ça inquiète sur place. Merci beaucoup Pauline Ducamp. Et puis un confinement allégé, Jean Castex détaillera ce matin à 11h l'ensemble des mesures, dont la réouverture des commerces, vous le savez, non essentiel dès ce samedi, et des agences immobilières. Leur sort a été tranché hier. Ça va être officialisé ce matin. Un soulagement, bien évidemment, pour les professionnels du secteur. Les visites physiques des logements pour l'achat comme pour la location vont pouvoir reprendre, mais à certaines conditions. Marie Cœur de Roy. Les professionnels de l'immobilier ont obtenu ce qu'ils voulaient. Les visites physiques des logements à vendre ou à louer vont pouvoir reprendre. Pour convaincre le gouvernement, le risque d'un véritable blocage du marché a été mis en avant, mais pas seulement. Les professionnels du secteur ont également négocié un nouveau protocole sanitaire. Au-delà du nettoyage systématique, les visites ne se feront que sur prise de rendez-vous fixée à l'avance. Elles seront limitées en nombre et en durée, pas plus d'une visite par demi-journée et pas plus de 30 minutes. Elles se feront également de manière individuelle, un seul visiteur. Pour affiner la sélection et éviter les déplacements inutiles, les professionnels s'engagent également à procéder au préalable à des visites virtuelles. Ils fourniront ensuite aux clients des bons pour visite pour justifier les déplacements. Et puis Jean Castex également attendu sur le vaccin alors qu'Emmanuel Macron a dessiné les grandes lignes de la stratégie vaccinale. Le vaccin Moderna sera produit en France. Le site de Récipharm à Mont en Indre-et-Loire a été choisi pour produire dans le pays ce candidat vaccin. Un candidat dont l'élaboration aura mis moins de 9 mois. C'est une prouesse grâce à une pluie de financement inédite. Étienne Braque.
Les milliards pleuvent pour accélérer la course au vaccin. Et ce sont les États-Unis qui ont investi le plus. Et de loin, plus de 10 milliards de dollars ont été mis sur la table, dont notamment 2,5 milliards de dollars pour soutenir la biotech Moderna, ou encore 2 milliards pour le candidat vaccin de Sanofi et son partenaire GSK. De son côté, l'Europe, qui ne communique pas sur les montants, aurait déboursé plus de 2 milliards d'euros répartis entre 5 contrats. Au-delà des États, les dons affluent aussi du côté de la sphère privée. L'Alliance pour les vaccins, créée pour éviter qu'ils ne soient exclusivement réservés par les pays riches, a d'ores et déjà reçu plus de 2 milliards de dollars. Parmi les donateurs, la fondation Bill et Melinda Gates ou encore le chinois TikTok. Un autre organisme, le CEPI, qui promeut la recherche, a reçu 1,3 milliard de dollars. Une partie de ces financements provient d'une banque japonaise ou encore du Suisse Nestlé. Selon le Boston Consulting Group, jamais l'industrie des vaccins n'avait connu un tel soutien financier. Et le directeur général de Recipharm France, Jean-François Hiller, sera sur notre plateau à 7h45. Il produit le vaccin de Moderna. Il a gagné un ticket pour Good Morning Business. C'est comme ça que ça se passe. Et puis, alors que la France desserre les taux, l'Allemagne prolonge ses restrictions jusqu'à début janvier. Berlin entend même demander à l'Union européenne d'interdire jusqu'au 10 janvier les séjours de ski pour éviter bien évidemment la propagation du virus. Dans l'actualité également, Paris qui va bien prélever la taxe GAFA en décembre. Bercy l'a confirmé, elle était suspendue depuis le début de l'année. Envers et contre tous, la France qui a décidé de maintenir ce prélèvement en dépit des menaces de représailles américaines, quelle que soit l'administration. Simon Tannenbaum. La décision risque de réenflammer les tensions commerciales avec les États-Unis. Bruno Le Maire avait en effet accepté en début d'année de suspendre le prélèvement de cette taxe GAFA face aux menaces de représailles douanières américaines. L'idée était de laisser du temps aux négociations à l'OCDE pour parvenir à une réforme internationale de la fiscalité du numérique. Mais le délai est écoulé, les discussions restent dans l'impasse. La France reprend donc, comme promis, le prélèvement de sa taxe. Elle avait rapporté 350 millions d'euros l'an dernier, elle rapportera plus de 450 millions cette année. En représailles, l'administration Trump a prévu d'imposer dès début janvier une surtaxe douanière de 25% sur plus d'1 milliard de dollars de produits français, notamment les sacs à main et les cosmétiques. Joe Biden ne s'est pas encore exprimé sur le sujet, mais ce genre de taxe irrite autant républicains que démocrates. Il ne faut donc pas s'attendre, si ce n'est sur la forme, à un revirement de la position américaine. Et puis on finit par cette très grosse acquisition en vue dans le monde de la tech. Selon le Wall Street Journal, l'éditeur de logiciels Salesforce envisage de racheter Slack, qui vaut aujourd'hui 23 milliards de dollars. Anthony Morel, il faut dire que le spécialiste de la messagerie d'entreprise a connu un énorme succès depuis le début de la crise sanitaire. Oui, c'est sûrement d'ailleurs ce qui a attiré l'œil de Salesforce. On peut dire que Slack, c'est une des stars de la pandémie, ce système de messagerie instantanée, de partage de documents qui est très pratique quand on travaille en équipe et qui donc a montré là tout son potentiel, alors que tout le monde est en télétravail évidemment, et on a vu les téléchargements de Slack exploser depuis le début de la crise sanitaire. Et puis surtout, ce serait un très bel outil dans l'arsenal de Salesforce. Salesforce, c'est un spécialiste du CRM, donc de la relation client, des logiciels de relations clients, et son travail, c'est d'optimiser la force de vente des entreprises, leur permettre de mieux interagir avec leurs clients. On voit bien à quel point un outil de communication comme Slack, serait complémentaire de son offre. Et puis cette transaction, faut aussi le noter, elle aurait du sens pour Slack. Slack est de plus en plus concurrencé par Microsoft Teams, et donc le fait de s'adosser à un géant comme Salesforce, c'est une très grosse entreprise, c'est plus gros que Disney, que McDo, que Boeing. Bon, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Eh bien, ça permettrait à Slack de continuer à se développer sereinement et de profiter aussi du catalogue de 100 000 clients entreprises de Salesforce. Alors, Anthony, si le deal se concrétise, ce sera probablement l'une des plus grosses transactions de l'histoire du logiciel. Oui, sûrement. Alors, on serait probablement derrière le rachat de Red Hat par IBM l'an dernier. C'était 34 milliards. Là, c'était le plus gros deal de l'histoire du software, mais on serait à peu près au niveau du rachat de LinkedIn par Microsoft, 27 milliards. LinkedIn qui était d'ailleurs convoité par Salesforce, pour la petite histoire, et au-dessus du rachat de WhatsApp par Facebook, 19 milliards. En tout cas, ce sera un très très gros morceau à avaler pour Salesforce, dans la continuité de sa stratégie qui est d'acquérir à tout va tant que ça lui permet de s'adapter aux ruptures technologiques du moment. Ils avaient acheté par exemple l'an dernier Tableau Software, une entreprise inconnue du grand public, spécialiste du big data, pour 15 milliards de dollars. Merci Anthony. Voilà pour le journal.